Patrice Evra sur beIN Sport, c'est un grand plaisir de vous avoir ici, un petit peu en France et avec nous pendant cette demi-heure. Alors vous le voyez, Patrice, on a mis des unes de vous un petit peu partout. Incroyable. Parce que nous, on aime bien revenir un petit peu avant, à toutes ces unes-là. Il y en a une qui marque quand même beaucoup, c'est la nuit où vous avez remporté la Ligue des Champions. Est-ce que vous regardiez à l'époque de votre carrière de joueur ce qui se disait sur vous dans les médias? Non. C'est quelque chose que... Voilà, quand tu commences ta carrière, quand j'étais à Monaco, bien sûr, parce que ça fait plaisir. Mais après, il y a un moment, c'est que tu vois que les médias, il n'y a pas le juste milieu. Ça veut dire quand tu es bon, ils vont dire que tu es super bon. Et quand tu n'es pas bon, ils vont dire que tu es le plus mauvais au monde. Et j'ai compris ça très, très tôt. Et c'est pour ça que j'ai donné beaucoup de conseils à tout le monde. Et après... Quand tu fais un match, tu sais ce que tu as bien fait ou ce que tu n'as pas bien fait. Donc à l'arrivée, je faisais tout seul mon autocritique et je parlais avec des gens de proches. Et même des fois, quand je finissais le meilleur joueur du match, je disais que j'ai été le plus mauvais. Et puis après, on peut retrouver certaines interviews où je disais on n'a pas respecté le maillot. Moi, j'ai été très mauvais. Mais après, voilà, quand j'ai été bon, je disais j'ai été le meilleur. Et certaines personnes, ils prennent ça comme de l'arrogance. Mais c'est pas du tout de l'arrogance. C'est juste que j'ai confiance en mes qualités. Mais non, je suis quelqu'un, je regarde pas, même je vois des joueurs qui sont là, les notes, etc. Déjà, je me dis sur quels critères tu te bases pour noter un joueur. Et certaines fois, ces personnes n'ont jamais touché un ballon. Souvent. Donc, à l'arrivée, souvent. Non, mais je suis gentil avec tout le monde. Mais voilà, non, c'est quelque chose que j'ai pas eu ce problème dans ma carrière. Quand vous voyez les photos de cette Ligue des Champions remportée, quel sentiment ça vous fait quand vous les revoyez ces images? En fait, c'est incroyable. C'est maintenant que je réalise tout ce que j'ai fait dans ma carrière. Parce que j'étais comme un robot. Donc en fait, même s'il y a cette joie, j'ai l'impression même que c'est une fausse joie. Et pourtant, c'est un trophée que j'ai tellement recherché parce qu'avec Monaco, on avait perdu la finale contre Porto. Et après, j'ai remporté la Champions League avec Manchester. Et c'était mon objectif. Après, j'ai quand même perdu aussi 4 finales de Champions League. Mais à l'arrivée, au moins, j'ai gagné cette Champions League. Il y en a qui n'arrivent jamais à la remporter. Non, mais exactement. Je fais partie des joueurs dans l'histoire qui ont quand même 5 finales de Champions League. Je veux dire, il n'y a que moi, Cristiano Ronaldo, Maldini. On est juste 3 joueurs. Donc, c'est vraiment énorme. Mais voilà, je ne réalisais pas. À ce moment-là, j'étais juste un robot. Je faisais mon boulot et je repoussais les limites. C'est incroyable, c'est aujourd'hui que je réalise, même par exemple d'avoir gagné 5 premières ligues. Et quand tu connais, il y a des grands joueurs comme Steven Gerrard qui n'ont jamais gagné même une seule fois la première ligue. Mais voilà, j'étais comme un robot et cette mentalité toujours de gagner. Gagner, c'était pas exceptionnel, c'était quelque chose de normal. C'était perdre qui était exceptionnel alors? Perdre, c'était exceptionnel et j'ai aussi perdu beaucoup de finales dans ma carrière. Mais c'est juste que voilà, tu gagnes, next. Et je me souviens quand on a gagné cette Ligue des Champions avec Manchester en 2008, ça a été la manière la plus pourrie de toute ma carrière de fêter ce titre. Parce qu'on est arrivé, je me souviens, Alex Ferguson, on atterrit, il a pris le micro. Et c'était juste avant l'Euro 2008, il a dit félicitations à tous. Mais celui qui ne veut pas regagner la Champions League en 2009, je couperai son contrat. Donc bonne chance, allez vous amuser avec vos équipes, vos stupides équipes nationales. Mais donc festif, hein. Voilà. Non mais exactement, c'était pas du tout festif, mais et à l'arrivée j'étais waouh, c'est ça de gagner la Champions League. Moi je m'attendais à une parade avec tous les fans, même si on en a fait quand on a gagné le championnat. Pas de fans qui vous attendaient comme ça? Faut demander à Ferguson. Je sais pas si c'était une stratégie, mais c'était horrible. Quand on y repense, là maintenant j'aurais aimé fêter cette Champions League avec tout le monde, mais voilà, c'était robot 2009 et puis après ça marchait sa tactique parce qu'après en 2009 on a encore été en finale, mais on a perdu contre Barcelone à Rome. Le trophée vous le remportez au penalty contre Chelsea. Vous voulez pas tirer de penalty, vous en fait, c'est important. Je suis beaucoup ouvert là-dessus. Pour moi, quelqu'un qui rate un penalty, c'était une honte parce que je trouvais ça tellement facile. J'ai jamais raté de penalty de ma carrière. Et il est arrivé qu'avec les moins de 21 ans, et à l'époque c'était Raymond Domenech l'entraîneur, et on avait gagné contre le Portugal dans les playoffs chez eux 2-1. J'avais fait 2 passes décisives à Djibril Cissé. Et au retour, on gagnait 1-0 et après on s'est relâché, 2-1. Je crois que Cissé avait pris un carton rouge et les pénaux. Et là, moi j'arrive, tout confiant, je tire le péno et ça touche le poteau. Depuis ce jour-là, j'ai été un peu comme traumatisé. Donc
voilà, j'allais retirer des pénaltys, j'en ai marqué, j'en ai raté, mais ça a laissé une trace parce que j'étais tellement arrogant et confiant qu'en fait j'ai eu honte de moi quand j'ai raté ces pénaltys avec les moins de 21 ans. Vous avez évoqué la finale perdue avec Monaco avant celle que vous avez remportée avec Manchester United. Votre père était venu vous voir pour la finale. Ouais. Est-ce que ça reste peut-être votre finale de Ligue des Champions la plus forte, au-delà de celle que vous avez en fait, remportée? je vais être sincère, c'est que mon père il est venu à Gelsenkirchen à Monaco, on avait perdu. Il n'est pas venu à Moscou et on a gagné. Et il est venu à Rome et on a perdu. Donc j'ai commencé à dire, papa, je pense que tu commences à être un peu au chat noir. Et bon, il n'est pas venu à celle avec, à Wembley et on a perdu. Donc j'ai dit, ok, c'est pas le chat noir. Peut-être que c'est moi, peut-être c'est son fils, le chat noir. Mais non, en fait, cette finale, pourquoi elle a été très importante à Gelsenkirchen, c'est parce que le prince régné est venu, s'est déplacé. Il était très malade. Il était très malade et il s'est déplacé. Et je me souviens, après le match, le prince Albert, il m'avait appelé. Il m'a dit, Patrice, voilà, tu sais comment je t'adore, mais je suis vraiment touché parce que mon père, il avait fait l'effort de venir et vous avez perdu cette finale. Donc il était vraiment très remonté. Hein. Il n'a pas eu des mots très sympas, mais ça reste un grand ami. Donc voilà, ça m'a toujours marqué cette finale parce que j'aurais aimé la gagner pour les Monégasques. Pas pour moi, mais vraiment pour les Monégasques et pour le prince régné. Franchement, c'est compliqué de faire des pronostics sur la Champions League parce que tout peut arriver. Je veux dire, nous, avec le pardon de reparler de l'AS Monaco, personne ne nous attendait. Moi, je me souviens qu'on a joué la demi-finale contre les vrais Galacticos, hein, les Zidane, que des ballons d'or, Figo, Roberto Carlos, etc. Moi, je me rappelle, les gens, ils m'appelaient, Patrice, est-ce que tu peux prendre le maillot de David Beckham, de Ronaldo El Fenomeno, tout ça. On perd chez eux 5-2. Ils avaient déjà réservé l'hôtel pour la demi-finale en Angleterre, etc. Et à l'arrivée, on les tape 3-1. Votre carrière, elle a débuté aux Ulysses, Patrice. Clara l'évoquait. C'est là que vous trouvez la rage de gagner tout le temps? La rage, la passion, ne rien lâcher et pas d'excuses. Parce que si tu trouves des excuses dans le quartier, ben voilà, tu peux pas, tu resteras pas plus de 2 secondes sur cette terre. Donc c'est tout ça. C'est pour ça que bon, moi j'ai pas fait de centre de formation. C'est de la rue aux étoiles. Mais je pense que sans avoir grandi dans la cité, je pense pas que j'aurais eu ce caractère et cette personnalité pour affronter des moments aussi qui ont été difficiles dans ma carrière. Ça a été un moment difficile de quitter la France pour se retrouver en Italie, tout seul? Très difficile. Très difficile. Il y a beaucoup de personnes qui me posent cette question. C'est quoi le moment préféré de ta carrière? Je leur réponds, c'est pas d'avoir gagné la Champions League ou jouer en équipe de France. C'est à 17 ans. À 17 ans, quand je quitte le quartier. Et quand j'arrive à l'hôtel et qu'on est tous habillés avec les mêmes survêtements, que j'appelle ma mère et je suis devant le miroir, tout ça, je lui dis, maman, je suis au paradis. Regarde, il y a des gens qui nous servent à manger. Il y a deux fourchettes sur le côté à gauche, deux couteaux, etc. Pour moi, c'est les plus beaux moments parce que j'avais 17 ans, je sortais du quartier. Évidemment, tout ce dont on parle, vous le racontez aussi dans ce livre. À Nice, vous revenez en France, c'est là que vous changez de poste. Vous passez d'attaquant à latéral. Est-ce que vous avez eu... oui, vous avez eu du mal à accepter ce positionnement. Oui. Combien de temps il vous a fallu pour vous dire « Ok, en fait, je suis pas attaquant ». Je vais pas vous mentir. Non, pas juste. Je pense que c'est à Manchester où j'ai accepté. Mais voilà, on va revenir sur ça. Cet entraîneur, Sandro Salvioni, je joue milieu gauche, il y a l'arrière gauche qui se blesse, Thibaut. Je joue les dernières 15 minutes, le match, on gagne 2-1, etc. Le match d'après, il donne les chasubles à tout le monde et il me dit, Patrice, tu joues arrière gauche. Et j'ai dit, non, je suis pas un arrière gauche. Il fait, ok, tu joues pas. Et je dis, non, c'est bon. À l'époque, j'étais un peu plus calme. J'ai dit, non, même gardien de but, je vais jouer. Et puis voilà, j'ai joué, j'ai fini meilleur arrière gauche de Ligue 2. Et puis, quand même, Didier Deschamps, il m'a appelé dans son bureau, tout ça. Il me dit, oui, je te veux absolument. Et je lui ai dit, je ne jouerai pas arrière-gauche. Et puis, il m'a dit, oui, mon pote, signe Pat. Et puis après, on verra avec ce que tu racontes. Là, t'inquiète pas. À l'arrivée, j'ai joué arrière-gauche. On m'a imposé quelque chose. Et c'est difficile de m'imposer quelque chose parce que ce que j'ai vécu pendant mon enfance, ça a été difficile pour moi de faire confiance à des personnes. Et j'acceptais pas aussi l'autorité.
Donc vraiment, ça a été un débat avec cet entraîneur Salvioni. Attention, on a eu beaucoup de coups de gueule, on s'est jamais aimé, mais aujourd'hui, je le remercie vraiment. Quand j'ai signé à Manchester et que j'ai vu que tacler, c'était la même chose que de marquer un but ou de faire un petit pont, parce que moi, je suis un joueur, et c'est là que j'ai pas accepté, mais j'ai dit, OK, on va continuer à ce poste. Et puis, j'aimais pas défendre. Et je me rappelle Didier Deschamps ou Ferguson, Patrice, t'es un défenseur, tu dois défendre d'abord, etc. Et je leur disais, je vais répondre à ça plus tard. J'avais une réponse pour eux, mais c'est quelque chose que voilà, j'ai jamais accepté. Mais Salvioni, le pire, c'est qu'il m'a dit, tu sais pourquoi tu es fort à ce poste-là? Parce que tu veux pas jouer arrière gauche. Donc, il avait tout compris. Il avait de vu vous. juste, il avait tout compris. Vous débarquez à Manchester United en 2006. C'est un monde totalement différent que vous découvrez. J'ai pris une grosse gifle. C'est le mot, l'arrogance, sûr de lui. Je viens de Monaco, sorti d'une finale de Champions League. J'ai eu ma première sélection en équipe de France. Quand mes agents m'ont dit à Manchester, j'ai dit ouais, Manchester, ah ouais, c'est où Eric Cantona il joue, ouais, ça doit être pas mal. Tu te rends compte, non? Bref, je me souviens, mon premier match, on a joué à midi, donc à 9h, on a le breakfast, le petit déjeuner. Et là, mes anciens coéquipiers, Luisa, Michael Sylvestre, ils commencent à manger les beans, les haricots, avec les pâtes, etc. Moi, j'aime pas prendre mon petit déjeuner, bon, je fais la même chose, etc. Et puis, je vais dans ma chambre, je commence à me sentir pas bien, je commence à vomir. Et je dis, ah là là, faut que j'appelle le coach, lui dire que je peux pas jouer. Mais j'étais arrivé il y a que 3 jours. Et je pouvais pas leur dire, ouais, ils allaient dire, mais ce gars-là, il a peur, etc. Bon, bref, on joue le match, il n'y a jamais de soleil à Manchester. J'ai joué pendant 9 ans, j'ai fait 3 barbecues en 9 ans. Ce jour-là, il faisait un soleil incroyable. Et puis, je me souviens, au bout de 2 minutes de jeu, Sinclair, coup de coude, il m'ouvre l'arcade. Et j'étais contre le poteau, comme ça, et j'étais là. Et c'est comme si j'avais une petite bulle. J'ai dit, mais qu'est-ce que je fous ici? J'étais à Monaco, au soleil, tout se passait bien. Et le pire, c'est qu'après, voilà, à la mi-temps, le coach, il fait le air dryer, le famous air dryer, c'est le sèche-cheveux, on appelle, tellement il poustillonne et il est vraiment à 1 centimètre de toi, c'est horrible. Et puis maintenant, il me dit, Patrice, maintenant tu t'assois à côté de moi et tu vas apprendre le football anglais. Donc à l'arrivée, on perd 2-0, etc. Et puis je rentre chez moi. Et c'est là où ça m'a fait vraiment mal. Mon agent, et il me regarde comme ça et il me dit, pardon Patrice. J'ai commencé à dire, on a fait une grosse erreur de venir à Manchester. Et ce jour-là, j'ai eu tellement mal parce que j'ai dit, même mon propre agent, il a même perdu confiance en moi. Je me suis entraîné comme un fou et la saison d'après, je suis arrivé, j'ai fait une vraie pré-saison parce que j'étais arrivé à Manchester en janvier, donc c'était difficile. J'ai fait une bonne pré-saison et puis après, je me rappelle, Mick Phelan, l'assistant coach de Ferguson, a dit, Patrice, maintenant t'es un joueur de Manchester. Et le reste, c'est l'histoire. Il y a, pour votre adaptation, des joueurs qui vous ont aidé malgré la concurrence. Vous citez par exemple le Brésilien Anderson. Et puis, il y a d'autres joueurs avec qui, au début, c'est pas forcément l'entente immédiate. Par exemple, Gérard Piqué, vous racontez l'anecdote, il brûle une de vos paires de baskets customisées. En réponse, vous dites... Tiens, je vais uriner dans les siennes, mais pas trop, pour pas qu'ils s'en rendent compte. Mais j'ai pas fait que ça, j'ai pas fait que ça. Je raconte dans le livre, bon, j'ai fait plus que uriner. Je voulais pas tout dire, je préfère ouais, non, mais on est là, on est entre nous les filles, il faut se lâcher. J'ai pas fait que ça. Comment la hache de guerre, elle s'enterre après, une fois que... Non, ben c'est parce que moi, j'aime pas quand les personnes ils jouent avec mes affaires, même si j'étais sponsorisé par Nike, etc. Il dit, ah, c'est gratuit, puis tu peux. Non, parce qu'il y a des enfants qui n'ont même pas de chaussures, etc. Bon, bref, j'étais très énervé, et puis ouais, je lui ai rendu ça. Bon, je suis allé aux toilettes. C'est vrai que ces chaussures ont passé un petit moment avec vous. Un petit moment personnel, voilà. Privé avec moi. Et à l'arrivée, il s'en est rendu compte et il était effondré. Et il m'a demandé si c'était moi. J'ai dit, mais est-ce que c'est toi qui as coupé mes chaussures? Il m'a dit non, il a continué à mentir. J'ai dit, si c'est toi qui as coupé mes chaussures, bah c'est aussi moi qui a fait un petit bobo. On va rester poli. Finalement, vous êtes intégré totalement dans ce club de Manchester United et surtout par cette rencontre capitale dans votre carrière. Vous le dites, on le sent et on le sait tous avec Sir Alex Ferguson. Comment vous pourriez définir cette relation? C'est quoi? C'est une relation comme un père et un fils? Oui, mais c'est au-delà de ça? C'est au-delà de ça. J'ai toujours dit, j'ai jamais eu peur de Sir Alex Ferguson, mais j'ai toujours eu peur de le décevoir. Donc c'est ça notre relation. C'est juste que voilà, il sait que j'allais tout donner pour ce club. J'ai joué tellement de fois et j'étais blessé, mais je jouais quand même.
Et à l'arrivée, aujourd'hui, on s'appelle au moins 3 fois par mois et carrément, il m'invite à déjeuner. C'est vraiment incroyable, c'est une chance. C'est une chance, mais j'ai vraiment ça va au-delà. On se fait confiance, comme j'ai une petite anecdote. Ferguson se servait de moi, par exemple, pour passer des messages importants à l'équipe. Et des fois, il me disait aussi pas, vas-y, fais-leur le hair dryer, le sèche-cheveux. Donc j'ai eu droit, il a fait ça dans cette interview. Non, j'ai fait un bon sèche-cheveux. Quand je fais un vrai sèche-cheveux, attention, c'est pas mal. C'est pas le niveau de Ferguson, mais non. Voilà, la relation que j'ai avec Ferguson, c'est on gagnait un match 2-0 contre Tottenham. Franchement, je faisais l'un des meilleurs matchs depuis que j'ai signé à Manchester. On arrive dans le vestiaire, tout le monde me dit « Oh, Patrice, you're on fire, c'est incroyable, tout ça. » Et puis moi, je suis là, je bois un peu d'eau et je rigole. Et là, Ferguson, il reste comme ça pendant 5 minutes. Quand il parle pas pendant 5 minutes, c'est le hair dryer, il va être terrible. Mais bon, ben voilà. Et puis là, il me regarde dans les yeux, il me dit Patrice, ça va ?» Je fais « Oui ». Il fait « T'es fatigué ?» Je fais « Non ». Il me dit, moi, je pense que tu es fatigué. Et puis là, franchement, je regarde autour et même mes coéquipiers, ils rigolent. Ils disent, mais il est fou, je pensais que c'était une caméra cachée. Et il dit, pourquoi tu as passé le ballon à Edwin van der Sar, au gardien? Je fais, parce que coach, j'ai eu aucune solution devant. Et là, il se lève. Si tu passes le ballon encore à Edwin, tu vas finir et regarder le match à côté de moi. C'est l'un des plus mauvais matchs depuis que je t'ai signé à Manchester. Et là, il s'approche de moi et moi, je me lève parce que j'aime pas l'injustice. Et là, je le regarde et franchement, ce premier jour, j'avais envie de le manger. Le lendemain, parce que moi, je vais toujours frapper à la porte de l'entraîneur. Je tape dans son bureau. Oui, c'est qui? Patrice. Oh, mon fils, comment ça va? Et là, je le regarde, je dis, coach, qu'est-ce qui s'est passé hier? T'étais le meilleur joueur sur le terrain, mon fils. Mais c'est juste que Cristiano et Ronaldo, ils commençaient à faire quelques gestes techniques, à manquer de respect à l'adversaire. On ratait trop d'occasions. Ici, à Manchester, quand tu marques le premier but, il faut marquer le deuxième. Le troisième, il faut respecter l'adversaire, etc. Et là, je le regarde. J'y coach la prochaine fois, il faut faire un clin d'œil. Là, on était vraiment prêts. Et là, il a dit, sors de mon bureau, FC. On va pas mettre, je vais pas dire les mots en anglais. Et puis, il sifflait, il rigolait. Sans langue de bois, vous revenez sur la Coupe du Monde en Afrique du Sud. Forcément, un épisode que tout le monde a envie de lire et de découvrir, parce que finalement, nous, on l'a vécu de l'extérieur. Vous parlez des rebondissements, l'état d'esprit de Yoann Gourcuff, l'ambiance qui se tend. Déjà, Nicolas Anelka qui voulait pas y aller dès le début et que vous avez dû convaincre pour y aller. Vous en avez voulu à quelqu'un en particulier à ce moment-là? Ou vous êtes senti dépassé par les événements? Non, pas du tout. Le pire, c'est que je suis quelqu'un, j'aime prendre pour les autres. C'est pour ça que cet épisode, je le raconte avec une sincérité et honnêteté. J'ai pas besoin de mentir. Ça va me rapporter quoi? C'est le passé. Mais c'est juste que ce que je regrette, c'est que j'ai pas pensé à moi dans tout ça. Et pourtant, il y a beaucoup de joueurs qui m'ont prévenu, Thierry Henry, plusieurs personnes. Pat, ça va tomber. Ben, je voulais ça. À l'arrivée, je me souviens, j'ai dit à tout le monde, les gars, partez en vacances. Je suis le capitaine et je vais tout prendre sur moi. Et les médias, les policiers, ils se sont acharnés. Mais ça m'a... Franchement, je suis sincère, ça m'a pas fait mal. Ça m'a pas fait mal. Et j'ai dit, mais la vraie histoire, moi, j'ai été convoqué. Après la fameuse déclaration de M. Malcolm Z, Lilian Thuram, qui se prend pour Malcolm X, mais moi, je l'appelle Malcolm Z, et qui dit, tout est parti de lui quand il a dit, faut que Patrice Evra ne remette plus le maillot de l'équipe de France. Et c'est à partir de là que la Fédération française a ouvert une enquête, m'a convoqué pendant 8 heures d'interrogation. J'ai pris 8 matchs de suspension, etc. Et je me souviens que quand j'ai parlé avec eux et je leur ai raconté cette histoire qu'il y a dans le livre, ah mais monsieur Evra, mais c'est bon, on sait que c'est pas vous, etc. Pas de problème. Et une semaine après, voilà, 8 mois de suspension. Pour quelle raison? Parce que tu es le capitaine. Bah, faut accepter. Il y a beaucoup de choses que tu laisses parce que tu vis avec ça. Et puis ça va, je suis revenu en équipe de France, journal de l'équipe qui nous a détruit l'indestructible, c'était ça le titre, parce que voilà, ça m'a pas atteint. Il y a certains joueurs après cette Coupe du Monde qui ont brillé. Moi, dès que je suis rentré, on a regagné le championnat, j'ai été nommé meilleur latéral parce que ça me touchait pas, parce que j'ai été en paix avec moi-même. Moi, je suis sans langue de bois. La France s'est servie de ce problème parce qu'il y avait beaucoup de problèmes en France. On a dit, OK, on va taper sur cette équipe de France. Regardez, c'est des idiots qui viennent de la cité. Regardez comment ils salissent l'image de l'équipe de la France. Donc les gens se sont servis ça, c'était parfait. Je ne voulais pas en parler parce que je voulais passer à autre chose le plus rapidement possible. Parce que même si tu disais quelque chose de positif, ben les gens, ils n'allaient pas t'écouter parce qu'ils restent sur les images.
qu'ils avaient vu la prise d'otage, or que dans mon livre, on a été pris en otage. On n'a pris personne en otage. Ça, c'est la réalité. C'est Raymond Domenech qui a confisqué les clés du chauffeur. Parce que nous, à l'arrivée, ils savaient. On venait, on signait les autographes aux enfants, on était avec nos baskets. C'était le jeudi, normalement c'est un décrassage, c'est pas une séance d'entraînement. Parce que même à cette époque-là, il y a même un joueur, lui, qui a dit il faut qu'on joue pas le match contre l'Afrique du Sud. Et là, j'ai dit, là, il y avait un peu de raison. J'ai dit, attention, les gars. Là, c'est la Coupe du Monde. C'est des enfants c'est des rêves d'enfants de 5 ans. On peut pas faire ça, etc. Donc, à l'arrivée, tout a été bien manœuvré pour qu'on tape sur les joueurs. Mais faut prendre sa part de responsabilité. Attention. Mais c'était bien préparé. Et aujourd'hui, c'est vrai que 12 ans après, bon, on entend les détails, mais je veux dire, je recherche pas de la pitié ou du pardon. Les médias qui m'ont critiqué, bah, tant mieux pour eux. La preuve, après, je vais faire aussi des interviews avec eux, des personnes, parce que j'ai pas de haine dans le cœur. Dans votre autobiographie, I Love This Game, vous confiez dès les premières pages, donc on ne s'attend pas forcément à ça quand on lit le livre, avoir subi une agression sexuelle de la part du principal de votre collège. Vous avez 13 ans. Vous avez tu ce traumatisme pendant très longtemps. Vous le dévoilez là. Pourquoi vous avez eu besoin, envie de le faire maintenant? C'est vraiment compliqué. J'ai rencontré la femme de ma vie, Margot. Elle a réussi à, je sais pas comment elle a fait, à ouvrir la magie, on dit cette toxique, voilà, cette toxique masculinité qu'on a, les hommes. Pleurer, voilà, c'est un signe de faiblesse. Moi, j'ai été éduqué comme ça. Et puis, à l'arrivée, c'est juste que voilà, en la rencontrant, et puis j'ai vu des émissions sur les pédophiles, et puis elle a vu ma réaction, j'ai pas pleuré, mais elle a vu que j'étais vraiment tendu, et elle me disait, Patrice, mais t'es un bon gars, t'es joyeux, mais ça se voit que quand tu t'énerves, c'est plus que de l'énervement. Je sais que tu viens du quartier, mais il n'y a pas que ça. À l'arrivée, je vais tout avouer. Je vais tout avouer, et je vous cache pas que pour la première fois, c'est la première personne. Et le livre, je l'avais déjà terminé il y a 4 ans. Et je l'avais fini. Et avant que le livre il sorte en Angleterre, 1 mois avant, j'ai appelé ma team et j'ai dit il va falloir qu'on change quelque chose de très important. Non, on peut pas, tout est fait, tout est bouclé. J'ai dit non, il y a quelque chose de très... Et là, je leur ai raconté l'histoire. Et la chose la plus difficile, c'est pas de l'avoir raconté comme ça, parce que pour moi, j'ai fait ce livre, c'est pas pour moi, c'est pour aider les autres, les enfants qui sont dans la même situation que moi, ou même des adultes, parce que j'ai reçu des messages de joueurs actuel qui me dit Patrice, ça s'est passé aussi, mais c'est pas de ne pas avoir le courage, c'est d'être prêt mentalement. Mais là, je dis la chose la plus difficile, c'est quand je suis venu à Paris et ça s'est passé, j'avais 13 ans et quand je l'ai annoncé à ma mère à l'âge de 40 ans. Et là, voir sa mère s'effondrer, ça a été quelque chose vraiment de difficile. C'est là que j'ai compris que voilà, ce que j'ai vécu, c'était pas normal, parce qu'à l'époque, je bloquais toutes mes émotions. Mais aujourd'hui, voilà, je veux que c'est les personnes qui ont été dans la même situation que moi, voilà, qui parlent avec les bonnes personnes et qu'ils en parlent. Et aussi, je veux rajouter, parce que je suis très honnête dans mon livre, j'ai continué ma vie à l'âge de 24 ans avec on va dire, cette émotion de lâche. Parce que quand la police m'ont appelé et m'ont dit « Mais monsieur Evra, écoutez, on a reçu des plaintes de ce principal sur d'autres enfants. Est-ce que vous avez eu la... » Et j'ai dit non. Et il m'a reposé la question, j'ai dit je vous dis non. Et même quand il insistait, ça m'énervait. Et j'ai vécu avec ce poids toute ma vie. Et je me disais, voilà, pas t'es un bon gars, mais en fait, j'ai abandonné ces enfants. J'ai abandonné ces personnes qui ont été dans la même situation à l'époque. Pourquoi? Parce que j'avais peur pour mon image, de savoir peut-être ce que les gens ils vont penser. Et à l'arrivée, aujourd'hui, ça me fait du bien quand les gens ils m'appellent, mais Patrice, on est désolé. Non. Aujourd'hui, je fais ça, c'est pas pour moi, c'est pour les autres enfants. Aujourd'hui, comment vous vous sentez? Heureux. Heureux, je suis moi-même. Comme j'ai dit, j'ai plus de compréhension. Je pleure de joie. Quelque chose qui n'est jamais arrivé de ma vie. Et voilà, aujourd'hui, je suis vraiment ému parce que d'être même en vie. Tu vois, quand les gens ils me posent Patrice, comment ça va aujourd'hui, et je dis je suis encore en vie, ils rigolent, mais c'est parce qu'ils savent pas ce que j'ai traversé. Et voilà, c'est difficile de m'énerver, mais le feu il est toujours à l'intérieur, donc attention. Moi je suis quelqu'un de vrai, mais c'est vrai que voilà, c'est un Patrice Evra plus mature et qui a digéré son enfance. Voilà.